Alors la LMR a été revue à la baisse le 26 mai dernier. De 0,2 microgrammes par kilo, elle a été ramenée à 0,02 microgrammes. Quelle chaîne de décision a concouru à cette nouvelle réglementation? Quelles institutions françaises et ou européennes ont été engagées dans ce processus? Alors en fait, il y avait une incertitude dans l'interprétation de la LMR suite à une modification en 2013 du règlement européen, la fameuse note de bas de page qui avait disparu. Donc, du coup, il y a eu un besoin de clarification dans la fixation de la LMR, sachant que pour les produits animaux, ce qui aurait été bien pratique, c'était de tester dans la graisse des animaux et pas dans le muscle, parce que ça permet de ne pas sacrifier l'animal au moment où on fait le test, donc éventuellement de réduire ensuite sa contamination si nécessaire. Donc l'ANSES a été saisi deux fois, une fois pour les bovins, une fois pour les porcins, sur la question de savoir s'il était possible finalement de fixer une teneur dans la matière grasse qui permettait de s'assurer qu'on soit à 20 microgrammes par kilo, c'est-à-dire à 0,02 mg par kilo de poids frais dans le muscle, ce qui était le souhait des ministères français. Ils souhaitaient qu'on arrive à ce niveau-là, comme c'était le cas pour, par exemple, le poisson, qui était déjà à 0,02. Donc nous, on a fait un appui scientifique et technique, on en a fait deux, qui montraient que c'était pas si facile que ça, en fait, de passer de la graisse au muscle. Et donc, du coup, il y a eu deux arrêtés ministériels, donc là, on est toujours au niveau national, qui ont été pris pour clarifier la situation, un en janvier et un en mai, pour fixer, je dirais définitivement, de manière claire, la limite maximale de résidus de chlordécone dans les produits carnés à 0,02 mg par kilo de viande. En septembre 2018, lors de sa venue en Martinique, le président Macron s'est donné comme objectif d'atteindre le zéro chlordécone. Alors que les écosystèmes terrestres et marins des Antilles sont entièrement pollués, comment cela est-il possible? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on dit zéro chlordécone, ça veut évidemment pas dire zéro chlordécone dans le sol, dans l'environnement partout, ça veut dire zéro exposition des populations à la chlordécone. Et ça, nous, on croit à l'ANSES que c'est possible de tendre vers ce zéro, dans le sens que je vous ai indiqué, c'est-à-dire en gros en dessous des limites de quantification, puisque le zéro absolu n'existe pas en matière d'analyse chimique des denrées. Et ça, je dirais qu'on l'est déjà en partie, parce que quand on regarde les résultats de l'étude Canary sur les contaminations des denrées végétales, on avait plusieurs milliers de données, on a 70% des analyses qui sont en dessous de la limite de détection. Donc on a déjà bon nombre de denrées en fait qui sont déjà à zéro en fait à zéro chlordécone. Et donc ce qui importe, c'est effectivement d'augmenter cette part progressivement, cette part de denrées alimentaires qui sont sans chlordécone détecté, et ce en développant des méthodes de culture. Alors on a visité avec Roger Genet, le directeur général de l'agence, la semaine dernière, les expérimentations qui étaient menées dans le cadre des jardins familiaux en Guadeloupe par l'IREPS Guadeloupe avec l'INRA et avec les associations locales pour mettre en place des systèmes de lasagne, on va dire, de couverture du sol avec des végétaux qui servent en fait d'engrais naturels et qui permettent d'isoler les végétaux cultivés du sol contaminé. Et donc là, ils sont en train de faire les analyses pour voir effectivement est-ce que ça permet d'arriver à zéro chlordécone par ce type de culture. Il y a aussi des expérimentations sur les produits animaux, par exemple sur les volailles, où on évite le contact de la volaille avec le sol, on évite que la volaille picore la terre et le sol, et donc on évite qu'elle se contamine, et donc du coup on arrive à des niveaux soit très faibles, soit non détectés
dans les œufs. Donc, et puis par ailleurs, il y a quand même aussi beaucoup de régions, alors surtout en Guadeloupe, en Martinique c'est un peu plus difficile, mais il y a quand même beaucoup de régions où les terrains agricoles ne sont pas du tout contaminés en chlordécone. Un des gros enjeux, je pense, c'est quand même autour des produits de la pêche, parce que là, effectivement, il y a des zones d'interdiction, mais il faut aussi réorienter la pêche vers des espèces qui sont non contaminées. C'est le cas notamment des espèces qui sont pêchées au large, mais évidemment, on ne peut pas pêcher uniquement de ces espèces-là, comme la dorade coryphène, par exemple. C'est clair que la dorade coryphène n'est pas contaminée à la chlordécone, donc du coup, ça peut aussi contribuer à aller vers zéro chlordécone. Il y a toute la question de la sécurisation, de la traçabilité des circuits informels, notamment les bords de route, notamment les petits marchés. Et là aussi, il y a des initiatives qui sont faites, notamment en Guadeloupe par les pêcheurs pour faire des macarons qui permettent de certifier l'origine du produit et éviter qu'il y ait des produits contaminés qui soient distribués. Il y a énormément d'actions qui sont déjà menées, simplement il faut les généraliser, les étendre. Et moi, je suis persuadé qu'effectivement, on peut tendre vers zéro chlordécone. Alors, un petit mot de conclusion sur l'étude alimentation totale, dont vous avez déjà commencé à parler. Et la semaine dernière, donc, vous étiez le directeur de l'ANSES et vous en Guadeloupe et en Martinique. Quel sera l'objectif de cette étude que vous avez donc récemment présentée? En quoi va-t-elle différer des précédentes études Canaries, Sapoti que vous avez mises en œuvre? Alors, c'est une étude qui va un peu ressembler quand même à l'étude Sapoti, mais à une autre échelle. C'est-à-dire que l'objectif de l'étude alimentation totale, c'est de couvrir toutes les substances chimiques imaginables qui peuvent se présenter dans l'alimentation, évidemment des résidus de pesticides, mais aussi des contaminants environnementaux. Ça peut porter sur plusieurs centaines de substances, mettons 500 substances. Donc c'est une photographie panoramique en fait des substances chimiques dans l'alimentation des Antillais. Et c'est vrai que ça n'a jamais été fait aux Antilles et que ça répond à un besoin qui a plusieurs fois été exprimé et qu'on a entendu souvent de finalement connaître l'état de sécurité sanitaire chimique de l'alimentation aux Antilles. Bah, notamment les questions que vous avez posées sur les importations, par exemple, ça va permettre de répondre à ce type de questionnement. Et donc, ça va permettre éventuellement d'identifier s'il y a des surexpositions, des expositions trop élevées, ça va permettre de les identifier et donc d'orienter l'action des pouvoirs publics locaux vers la réduction de ces expositions. Donc, c'est vraiment un outil très puissant, très appliqué de priorisation en fait des substances chimiques à non seulement étudier, mais aussi sur lesquelles il faut agir pour éventuellement ne plus les utiliser ou réduire les expositions. Et ça permet aussi d'identifier les aliments qui apportent ces substances chimiques. Donc ça permet aussi de hiérarchiser, cascaliser l'action sur ces aliments prioritaires. Donc c'est vraiment, c'est pas une étude là aussi de recherche ou de connaissance générale. C'est vraiment une étude très appliquée pour justement améliorer la sécurité sanitaire des aliments aux Antilles. Jean-Luc Volatier, je vous remercie. Merci.